Bonsoir Anthony Blinken, merci d'être avec nous. Vous avez été conseiller de Bill Clinton, secrétaire d'État adjoint de Barack Obama, c'est-à-dire son vice-ministre des Affaires étrangères, et vous avez passé une partie de votre enfance et adolescence en France, ce qui explique votre français impeccable. Avant de parler des événements du jour, je voudrais qu'on parle d'une photo et avec une question. La photo, la voici, elle est célèbre. C'est ce fameux jour de 2011 lorsque Oussama Ben Laden a été tué. Et on vous voit sur cette photo, vous êtes là, il y a Barack Obama bien sûr à gauche, il y a Hillary Clinton à droite, et vous êtes au fond de la photo, vous étiez là ce jour-là, vous étiez aux avant-postes contre le terrorisme. Là, le terrorisme, il a muté depuis quelques années, la France a encore été touchée hier. Est-ce que pour vous, le pire est derrière nous, ou est-ce que le pire est devant nous en matière de terrorisme ? Ça, David, je pense que le pire, dans un sens, est derrière nous, avec la défaite de Daesh en Irak et en Syrie. Ça posait un problème énorme, l'idée qu'ils auraient pu avoir un califat physique, géographique. Ça, ce n'est plus le cas. Mais devant nous, hélas, parce qu'il y aura sans doute beaucoup plus d'attaques à l'échelle individuelle, en Europe, aux États-Unis, à travers le monde, des individus inspirés par l'idéologie terroriste, mais souvent et surtout des individus qui sont en marge de société et qui, hélas, retrouvent dans l'extrémisme une voie, une direction qu'ils n'avaient pas. Mais ça ne pose plus de défi, si vous voulez, existentiel. Ça, c'est une bonne chose, mais ça demande une coopération de plus en plus renforcée entre services de renseignement, entre police, entre politiques et diplomates. Ça ne peut pas se faire à l'échelle unilatérale ou nationale. Alors, Donald Trump prend fait et cause pour Israël. Et aujourd'hui, eh bien, le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem a été effectué. La cérémonie s'est tenue tout à l'heure. Washington reconnaît donc Jérusalem comme capitale d'Israël. C'est une décision logique ou c'est une mauvaise décision? Juste avant d'entendre votre réponse, on écoute un extrait du message qu'a envoyé Donald Trump. C'est sa fille Ivanka qui le représentait, mais lui a envoyé un message vidéo. On l'écoute, le président américain. Depuis des années, nous avons nié l'évidence, la réalité, que la capitale d'Israël est Jérusalem. Le 6 décembre 2017, les États-Unis, sous ma direction, ont reconnu Jérusalem comme la vraie capitale d'Israël. C'est reconnaître une évidence ou c'est risquer de mettre le feu aux poudres? Les deux. C'est reconnaître une évidence parce que c'est vrai. Jérusalem, c'est le capital d'Israël, ça sera le capital d'Israël. Mais en même temps, la manière dont il a fait cette reconnaissance, c'est manquer une chance d'avoir une contrepartie de la part de l'Israël pour les Palestiniens. Quelle aurait pu être cette contrepartie? Il aurait fallu, par exemple, reconnaître le fait que les Palestiniens, eux aussi, réclament Jérusalem-Est comme leur capitale. C'est ce qu'il n'a pas fait. On aurait pu trouver autre chose. Mais sans ça, ça rend la tâche de retrouver un processus de paix, sinon la paix elle-même, encore plus difficile. Et ça, c'est grave parce que, malheureusement, on a l'impression en ce moment qu'on va vers quelque chose de plus en plus déchiré, violent et difficile entre Israël et Palestiniens. Déchiré, violent, manifestation aujourd'hui à Gaza, manifestation devant la barrière frontière israélienne, avec des dizaines de morts encore une fois. Cette décision, effectivement, elle attise sans doute cela. En même temps, vous dites, ça rend plus difficile la paix, mais est-ce que ça ne vient pas acter une situation qui était bloquée? Est-ce que ça ne vient pas acter d'une certaine manière l'immobilisme dont a fait preuve aussi Barack Obama pendant 8 ans, Barack Obama que vous avez servi? Oui. Immobilisme, oui, mais pas parce qu'on n'a pas essayé. Vous avez vraiment essayé? Barack Obama a vraiment essayé? Je peux vous l'affirmer. John Kerry, il n'a pas passé 1 heure sans y réfléchir, sans y travailler. Obama aussi. Mais il faut que ça commence avec les leaders et les peuples eux-mêmes. Les États-Unis ne peuvent pas, eux seuls, faire la paix si les deux parties ne veulent pas le faire. Mais elles ne veulent pas la faire. En tout cas, elles n'ont pas réussi à la faire seules. Effectivement, le problème maintenant, c'est que les aspirations palestiniennes sont de plus en plus lointaines, très difficiles à acquérir. Pour l'Israël, c'est aussi grave, parce que l'idée d'un État qui est à la fois un État juif et démocratique
est rendu presque impossible. Israël... En raison de l'occupation des territoires. En raison de l'occupation, parce que si c'est un État juif, ça ne peut pas être démocratique si ce peuple palestinien n'a pas ses droits. Par contre, si c'est démocratique, avec des Palestiniens intégrés à l'Israël sans avoir leur propre État, ça ne sera pas un État juif. Donc, il faut choisir. En raison de la démographie. En raison de la démographie. Donc, si Israël veut un destin d'un État juif, démocratique et en sécurité, il faut une solution à deux États. Cette solution est plus lointaine maintenant et justement en partie à cause de cette décision. Alors, autre décision qu'a pris l'Europe, la Russie, la Chine à contre-pied, c'est la sortie de l'accord sur le nucléaire avec Téhéran. Écoutez Emmanuel Macron, c'était jeudi dernier, sa réaction. Beaucoup disaient, vous voyez, on n'arrive pas à convaincre le président Trump. Ça fait 1 an, je connais maintenant le président Trump. J'ai beaucoup de respect pour lui. On sait que nous avons une relation chaleureuse. Enfin, une relation chaleureuse n'est pas une relation de magicien. Quand il dit quelque chose en campagne, il le fait. Il l'a fait sur l'accord de Paris, il le fait sur l'accord iranien. Donc, j'avais compris qu'il allait le faire. Alors, ma question n'est pas tellement de savoir si vous désapprouvez cette décision de Donald Trump sur l'Iran, parce que vous avez passé des années à vous battre pour cet accord. Effectivement. Et Barack Obama en était très fier, comme vous-même. Mais c'est plutôt, est-ce que l'Europe a les moyens de le faire vivre sans les États-Unis? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est possible? Ça sera difficile. Premièrement, je veux dire, j'admire l'action du président Macron. Il a essayé de convaincre le président Trump de rester avec l'accord. Il a montré, je pense, une flexibilité et une diplomatie assez impressionnante. Il n'était pas loin de réussir, mais je pense qu'il a très bien saisi le président Trump quand il dit que c'est une promesse de campagne. Il a entièrement raison. Quand on regarde de près les décisions qu'a prises le président Trump, il est, en ce qui concerne les promesses de campagne, il reste toujours sur cette ligne. Ambassade à Jérusalem, l'accord avec l'Iran, le déchiré, l'accord sur le climat, surtout l'accord avec l'idée de construire un mur avec le Mexique, ou d'essayer de faire quelque chose avec le problème des échanges avec la Chine. C'est un président qui fait ce qu'il dit. Il fait ce qu'il dit et c'est important pour lui de rester en solidarité avec cette base électorale. On dit souvent que c'est un président imprévisible. Finalement, c'est un président... Sur les promesses de campagne, très prévisible. Est-ce que, je vous repose ma question, est-ce que d'après vous, l'Europe, vous dites c'est très difficile? Pourquoi c'est très difficile? Parce que les États-Unis, avec le dollar, avec les sanctions financières, tiennent là un levier dont l'Europe ne peut pas s'émanciper avec l'Iran? Oui, le problème de cette décision des États-Unis, du président Trump sur l'Iran, c'est que ça nous met en conflit soit avec l'Iran, soit avec l'Europe. Avec l'Iran, si l'Iran décide maintenant de remettre en marche son programme nucléaire, nous serons où nous étions avant l'accord. Si par contre l'Europe et l'Iran essayent de garder intact l'accord et de faire en sorte qu'ils maintiennent leurs engagements, il y aura des sanctions américaines. Je crois que c'est très clair. Contre les entreprises européennes. Et donc le choix pour les entreprises européennes, le marché iranien ou le marché américain. Globalement, est-ce que Donald Trump, pour vous, rend le monde plus périlleux, plus imprévisible? C'est, je crois, que 2 mots qui reflètent assez bien ce que nous faisons, hélas, en ce moment. Je pense que cette idée de faire passer en premier les intérêts américains reflète mal un monde où, au contraire, il faut trouver une coopération, une coordination sur des dossiers qui ne peuvent pas être résolus par un seul pays, même un pays aussi puissant que les États-Unis. Donc ça rend les choses plus difficiles. Vous êtes à Paris en ce moment pour l'association créée par Jean-Pierre Raffarin, Leaders for Peace, Leaders pour la paix, avec un certain nombre d'autres anciens dirigeants. Quelle est pour vous la menace la plus importante dans le monde aujourd'hui pour la paix? D'abord, cette initiative de l'ancien Premier ministre Raffarin, c'est quelque chose, je crois, de très positif et très intéressant, parce qu'effectivement, il a pu réunir des leaders à peu près à travers le monde. Nous sommes américains, européens, russes, iraniens, etc., indiens. Justement, parce qu'on est hors du fonction, on a une certaine liberté d'essayer de réfléchir et de trouver peut-être des solutions qu'on a du mal à trouver quand on est en fonction. Et la plus grande menace pour vous? La plus grande menace pour moi, en ce moment, c'est le populisme. C'est le populisme. Parce que le monde que nous avons créé, il y a 70 ans, un monde ouvert, connecté, est maintenant en danger à cause de cette montée du populisme et du nationalisme.
Et il faut non seulement défendre, je pense, la proposition d'un monde connecté ouvert, mais aussi trouver des moyens d'une réforme. Parce qu'il y a trop de gens qui sont délaissés par le système que nous avons créé. Si on n'arrive pas à trouver un avenir pour eux dans le système, la crédibilité, la légitimité du système sera perdue. Eh bien, c'est peut-être une forme de transition. L'info en plus, les dividendes distribués par les grandes sociétés françaises, le fameux CAC 40, n'ont jamais été aussi importantes. La part des dividendes, c'est-à-dire la part des profits réservés aux actionnaires, n'a jamais été aussi importante. L'info en plus avec François-Xavier Pétry. Bonsoir François-Xavier. Bonsoir David. C'est une étude d'Oxfam qui le dévoile. Quelles sont exactement les proportions? On va dire que pour le CAC 40, tout va bien David, puisque l'an dernier, les entreprises du CAC 40 ont engrangé 93 milliards d'euros de bénéfices, ça fait quand même pas mal, et elles ont distribué sur ces bénéfices 51 milliards. Alors là, on est à peu près dans la norme internationale. Ce qui est plus frappant dans l'étude d'Oxfam, c'est l'analyse sur la durée. Entre 2009 et 2016, ces grands groupes du CAC 40 ont distribué 407 milliards d'euros de dividendes. Ça veut dire 67% de leurs bénéfices. Ça veut dire que même quand les bénéfices étaient dans le creux de la vague, au moment de la crise, les actionnaires n'en ont pas subi les conséquences, alors que les salariés, eux, via les salaires, les emplois, les ont plutôt subis. Est-ce qu'on peut dire que les salariés, justement, sont réduits un peu à la portion congrue? Alors, c'est un peu compliqué, parce qu'en réalité, pratiquement 70% de ces salariés, aujourd'hui, ne sont plus en France dans le CAC 40. Ce sont des entreprises mondiales. Mais ce qui est vrai, c'est que les actionnaires, eux, c'est sûr qu'ils gagnent à tous les coups. Pour beaucoup de dirigeants, pourquoi? C'est simple, hein, pour beaucoup de dirigeants du CAC 40, je vais le dire comme ça, la valeur boursière est au moins aussi importante que les performances de l'entreprise. Leur rémunération, en moyenne 5 millions d'euros par an, dépend autant du cours de bourse que de la performance de l'entreprise. Et ça, effectivement, c'est plutôt choquant. Ils ont intérêt à ce que les entreprises se portent bien. Je voudrais juste revenir sur un élément que reprend Oxfam. Oxfam dit que la France est championne des dividendes. Juste pour revenir un peu aux États-Unis, Apple a décidé il y a quelques jours de distribuer à ses actionnaires 100 milliards de dollars et un programme de 400 milliards en quelques années. Vous voyez, on n'est quand même pas les seuls. Oui, le capitalisme anglo-saxon a encore de l'avance. On est champion aussi, mais deux réflexions rapides. Premièrement, il faut trouver un moyen d'investir dans la ressource humaine, dans les travailleurs. Ça ne suffit pas de réinvestir ou de donner ça aux actionnaires, parce que sinon le système ne durera pas. Deuxièmement, c'est vraiment pas le moment de construire des murs économiques. Il y a un essor économique en ce moment. Il faut en tirer profit. Ces guerres de tarifs et ces murs économiques qu'on essaie de construire, c'est exactement le sens opposé de la direction qu'il faudra prendre. Merci Anthony Blinken d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci François-Xavier Pétry. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite Hélène Lecomte, les dernières infos, et Arlette Chabot, Politiquement Chaud. À demain. Merci de votre attention.